Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré ce soir au télétravail. Notre premier invité est Jean Pralon, bonjour. Bonsoir. Jean Pralon, vous êtes psychologue, vous avez été DRH pendant 12 ans. Vous êtes professeur de gestion de ressources humaines à l'école de management Normandie, titulaire de la chaîne compétences, employabilité et décision RH, donc ressources humaines toujours, et vous êtes directeur de recherche, vous êtes vous-même directeur de recherche, que vous l'avez été à plusieurs reprises, vous êtes auteur de The Good Job, le mode d'emploi, trouver le bon emploi, et aussi gestion des ressources humaines, deux livres qui ont été publiés chez Duno. Alors je vais commencer en vous proposant une définition. C'est donc un travail d'un salarié en dehors des locaux de l'entreprise, en dehors de l'employeur, mais en utilisant les techniques de l'information et de la communication. C'est une définition un peu vague, un peu floue, me semble-t-il, et sans doute pouvez-vous l'affiner. Alors on peut l'affiner historiquement. Bien avant la technologie d'aujourd'hui, bien avant le télétravail digitalisé d'aujourd'hui, on a vu apparaître ces modalités-là pour répondre à un besoin qui était séduire des populations inaccessibles. Les pionniers du télétravail, c'est aux États-Unis, IBM, qui se rend compte que ces cibles, ces jeunes ingénieurs brillants, sont à Berkeley sur la côte ouest et que leurs locaux sont sur la côte est. Donc il faut inventer un système pour permettre à ces ingénieurs brillants qui ne veulent absolument pas quitter leur plage de venir sur la côte est travailler chez IBM. Et le télétravail est né de ça. Vous parlez de quelle année à peu près ? 70. Les années 70. Ouais. Donc à l'époque, on est avec des technologies très rudimentaires par rapport à celles d'aujourd'hui, et le projet s'est proposé à une élite, et c'est important pour la suite, à une élite, une option de travail qui n'est pas celle du travail dans le bureau classique. Et c'est construit initialement pour attirer et séduire ces populations-là. Donc il y a dès le départ le télétravail de l'élite, et puis on verra sûrement après, il y a le télétravail de populations beaucoup plus banales. En fait, ça a commencé avec l'élite et on peut dire que la conception, l'idéologie du télétravail est quand même construite autour de cette origine. Et finalement, si aujourd'hui la pratique du télétravail se généralise, on verra qu'en France, ça tourne maintenant autour de 25% des salariés. On a été très longtemps autour de 2-3%, puis 7% ou 5% avant le Covid. Est-ce que finalement, l'idéologie n'est pas liée à cette origine ? Alors l'idéologie du télétravail, c'est effectivement très nord-américain et c'est progressivement, sans qu'on se rende compte, faire disparaître le cadre de travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le cadre de travail, c'est quand même historiquement un lieu, donc on sort de chez soi, on se déplace, on va sur un lieu particulier où il se passe des choses qui s'arrêtent à une heure particulière. Donc le travail, c'est quand même ça. Et effectivement, pour différents milieux patronaux américains, dans les années 90, Jack Welch, entre autres, abolir ça, c'était le progrès. C'est-à-dire progressivement, supprimer les frontières entre la vie de travail et la vie professionnelle, et aussi supprimer des contraintes juridiques, ce que eux voyaient comme des contraintes juridiques, c'est-à-dire le contrat de travail, et tout ce qui fait quand même la relation salariale. Alors vous dites qu'au fond, il faut apprendre à travailler autrement, et que finalement, ce serait une erreur de croire que le télétravail, ce serait au fond seulement le travail déplacé. Alors évidemment, le télétravail, c'est vraiment autre chose que travailler de façon déplacée, même si la technologie laisse penser qu'on peut avoir devant soi ses collègues en visio et qu'on va travailler sur les mêmes outils qu'on le fait au bureau. C'est vrai qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans encore, les applications étaient beaucoup plus rudimentaires, il fallait les utiliser dans des systèmes compliqués, un peu sophistiqués, donc ça ne pouvait pas se faire chez soi. Effectivement, les Français qui ont pratiqué le télétravail à l'époque du Covid ont travaillé chez eux un peu comme ils l'auraient fait au bureau. Mais c'est le un peu qui fait la différence. Derrière ce un peu, il y a des contraintes opérationnelles, des contraintes de vie domestique qui font qu'en réalité, ça demande des compétences différentes. Ça, c'est un sujet important pour moi. Dans l'étude qu'on a produite il y a maintenant 6 mois, on s'est rendu compte que le télétravail produisait de la réussite pour certains et pas pour d'autres, et qu'il y avait des compétences particulières qui faisaient cette... Alors, l'étude dont vous parlez, c'est une étude que vous avez produite à propos d'un groupe de 317 télétravailleurs avant la crise du Covid. Et jusque-là, ça concernait à peu près 2% des salariés, ce télétravail, et on est passé à 25%. Mais votre étude montre à la fois ce qu'il en est de l'autonomie du travailleur, ça c'est très important, ce qu'il en est de la gestion de l'agenda, question capitale, ce qu'il en est de l'interdépendance des tâches, et ce qu'il en est de l'isolement du travailleur qui est en télétravail. C'est sur ces 4 points que je voudrais essayer d'avancer avec vous, et que vous nous disiez, au fond, s'il n'y a pas quelque chose qui n'est peut-être pas toujours compris de la part des syndicats, comme de la part des travailleurs. Alors, effectivement, je crois que... on va parler après peut-être effectivement des comportements, mais
le télétravail est ancien, il a une histoire, il a été étudié par plein de chercheurs, moi plus récemment, et on sait quand même que les conditions de travail en télétravail sont grosso modo moins favorables aux salariés et qu'elles ont des conséquences sur leur carrière, par exemple. Elles en ont aussi sur leur niveau de stress. Donc tout ça, c'est un truc qui est assez connu quand même. Et cette somme d'inconvénients, qui pour moi est plus importante que la somme des bénéfices, elle devrait être connue des syndicats et elle devrait les faire réfléchir justement au moment où il y a un engouement. Je crois que ce serait le moment justement où il serait utile de se dire que cette mode ou cette libération possible n'en est pas une en réalité et qu'il y aurait des questions à se poser sur des freins à mettre ou des prudences à avoir. Mais justement, quand vous dites dans votre étude que le télétravail favorise non pas la créativité mais le process, est-ce que vous êtes en train de dire que le télétravail est aliénant ? Est-ce que le travail peut ne pas être aliénant en télé ou travail tout court? En tout cas, plus aliénant qu'un travail physique. Ah, je crois qu'effectivement, il faut se rappeler que les contraintes, c'est une forme de liberté. Les contraintes du travail, les horaires de travail, les règles dans le travail, c'est des formes de liberté. On peut jouer avec, on peut les négocier, on peut les critiquer, mais elles donnent de la liberté, paradoxalement. Les règles, c'est un facteur de liberté, paradoxalement. Quand il n'y a plus de règles, c'est plus compliqué. Et en effet, ce qu'on a observé depuis à peu près 20 ans, c'est que l'une des conséquences du télétravail, c'était du stress. On est à peu près à, grosso modo, toutes études confondues, plus 20% de stress chez les hommes et plus 50% de stress chez les femmes. Et cette augmentation du stress, elle s'explique très bien par l'interpénétration des tâches. Quand on est chez soi, on est sollicité par les tâches extra-professionnelles, on va ranger la chambre d'un enfant, on va s'occuper du lave-vaisselle, enfin je sais pas quoi. Et ce mélange des tâches, sans règles pour les canaliser, ou plutôt face à des règles qu'on doit se donner par soi-même, c'est forcément un facteur de stress. Jean Pralon, quand vous parlez de stress, ça veut dire au fond un peu d'inquiétude, d'angoisse, par rapport à l'entreprise ou par rapport à soi-même, ou par rapport à son équilibre de vie. Est-ce qu'il n'y a pas les deux aspects qui entrent en ligne de compte ? Alors il y a deux facteurs de stress quand on est en télétravail. Le premier, c'est ce que vous disiez, c'est le mélange des tâches. On sait très bien par exemple que quand je suis dans mon bureau et que je sors pour aller prendre un café avec mes collègues, je reste dans la sphère professionnelle, donc je ne me déconcentre pas. Si je vais vider le lave-vaisselle, je vais me déconcentrer, je vais m'éloigner de mon travail. Et pour y revenir, je vais avoir plus de temps et plus de difficultés. Et ça va générer plus de stress. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, qui est un truc qu'on observe là, mais dont on parle très peu, c'est la menace du stéréotype. Le télétravailleur est quelqu'un qui est habité par le soupçon que quand il est chez lui, il ne travaille pas. Et cette crainte-là est une crainte qui est elle-même génératrice de stress. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les télétravailleurs sont plus performants. C'est parce qu'ils sont habités par la crainte de ne pas en faire assez, et donc ils travaillent plus. Ça leur coûte plus en stress et en pénibilité, mais effectivement, ils en font plus. Donc il y a vraiment ce soupçon permanent qui est le télétravailleur ne travaille pas assez. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a peu de temps que l'une des maximes qui sortaient du confinement, c'était dans le télétravail à télé. Dans le télétravail à télé, ça veut dire qu'on raconte que dans le télétravail, en fait, on est devant la télé, quoi. Il y a aussi un mécanisme de contrôle qui sort de ça, qui est celui du résultat et de l'objectif. Ouais. Et donc là-dedans, on risque de rentrer dans une culture du résultat. Et est-ce que c'est bénéfique pour le travailleur, ça ? Alors on est déjà fortement dans une culture du management par objectif, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Le sujet, c'est, quand on est manager, de donner des objectifs et de vérifier que le salarié a les moyens de les atteindre. Et cette balance-là entre ce que je veux et ce que je donne pour qu'on l'ait, est une des règles de survie psychologique de celui qui travaille. Quand on est chez soi, sans être surveillé, observé, contrôlé, dans tous les sens du terme, y compris le sens positif, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous parlez de l'estime à la fois des collègues, mais en même temps l'estime surtout des patrons et des directions pour les gens qui télétravaillent en pensant, ils sont à la télé, quoi. Ça veut dire finalement, ils prennent leur pied avec autre chose. Est-ce que vous ne croyez pas que ça recule devant la généralisation du télétravail ? Je veux dire que les entreprises qui aujourd'hui ont généralisé le télétravail parce que ils font travailler intellectuellement des gens, est-ce qu'ils conservent cette opinion défavorable du télétravail ? Alors là, je crois qu'on est au cœur du paradoxe et du problème. Effectivement, beaucoup d'entreprises se disent le télétravail c'est bien parce que plus de productivité, parce que moins de locaux. Donc il y a plein de raisons positives. Et puis, en même temps, elles se disent, mais en fait, est-ce qu'il existe des raisons légitimes vraiment au sens de la performance de l'entreprise, pour qu'un télétravailleur, pour qu'un salarié demande d'être en télétravail ? Et en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la personne qui va demander à être en télétravail
va le faire au nom de motivations qui sont personnelles, pas professionnelles, et qui vont être entendues comme telles. C'est-à-dire, je veux m'occuper de mes enfants, je veux travailler au calme, je veux m'affranchir du transport. Et toutes ces raisons-là sont absolument pas légitimes du point de vue de l'entreprise. Elles sont dans le sens de, dans le télétravail, il y a télé. Et donc, il ou elle veut travailler depuis chez lui ou chez elle pour des raisons qui sont quand même des symptômes, ou en tout cas perçus comme des symptômes de désengagement. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que d'un côté, les entreprises se disent pourquoi pas, on peut le faire, la techno le rend possible, etc. Et de l'autre, elles se disent mais en réalité, est-ce que ce n'est pas un symptôme de désengagement? Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que ça avait des conséquences sur les carrières. C'est que en réalité, ceux qui vont en télétravail sont perçus par les managers et par les entreprises comme au fond des gens désengagés. Et des gens qui vont prioriser des sphères de vie qui sont des sphères de vie personnelles, familiales, etc., et sûrement pas les sphères de vie professionnelles. Et donc on s'éloigne du stéréotype, du salarié et du cadre, évidemment, qui donne sa vie à l'entreprise. Alors c'est la raison pour laquelle vous écrivez que, au fond, ceux qui font du télétravail sont menacés de se retrouver à la périphérie de l'entreprise et donc sont susceptibles, au fond, d'être marginalisés. C'est ça, oui, vraiment. Alors, la question qui se pose, c'est un travailleur qui sait qu'il va être marginalisé. Est-ce que c'est, à ce moment-là, sa réflexion, c'est d'accord, mais j'ai quand même beaucoup d'avantages, je travaille chez moi à l'heure que je veux, etc., et j'ai pas de transport et tout ça, ou bien c'est, oui, mais alors ça va me donner une carrière impossible. Qu'est-ce qui l'emporte chez les travailleurs, à votre avis? Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet, les raisonnements du salarié en général, hors période Covid. Et effectivement, on peut se dire que jusqu'à il y a un an, le salarié qui demandait à être en télétravail le faisait au nom d'arguments vraiment plutôt personnels. Et il savait qu'il allait y laisser des plumes. Je ne pense pas que les salariés, avant 2019, étaient leurrés sur le fait que ça allait leur coûter un peu cher. Et donc, ça pouvait être une époque où on se disait « je priorise moins la vie pro et je passerai à autre chose après ». Ça, c'était jusqu'à il y a un an et quelques mois. Aujourd'hui, le débat est beaucoup plus compliqué parce que les salariés commencent à croire, il est possible qu'on les laisse croire que ça va être possible de mener de front la vie pro et la vie perso, et donc d'harmoniser mieux les deux. Et je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et j'ajoute aussi que un des sujets importants pour moi aujourd'hui, c'est qu'on est finalement, après le confinement, dans une phase post-traumatique. Et que donc le raisonnement de l'individu, n'importe lequel, qui a quitté son confinement, dont il a au fond un peu souffert, pour revenir dans le métro ou dans la vie de bureau, est confronté à un truc qui le stresse et qui l'angoisse. Et donc au fond, il y a un arbitrage entre je suis stressé et angoissé de rester chez moi, mais je le suis aussi d'avoir à reprendre le métro. Et là, on a encore des choses qui sont très immatures dans la tête des salariés. Mais on arrive à des chiffres considérables, puisque 8 millions de télétravailleurs dès le 17 mars dernier, avec le confinement, 8 millions, c'est quand même énorme. Ouais. Je prends l'exemple de PSA. 40 000 personnes travaillent chez PSA, dont 18 000 techniciens et cadres, et on arrive à des chiffres de télétravail chez ces techniciens et cadres extrêmement importants. On ne peut pas penser que la direction considère que tous ceux qui ont fait du télétravail font quelque chose, disons, de marginal pour l'entreprise. Alors évidemment, c'était du travail obligatoire, c'était le télétravail obligatoire. Donc ça a changé de statut avec l'obligation, non? Eh oui, mais l'obligation va disparaître. Et donc le problème, c'est ce qui va en rester aujourd'hui. Évidemment que quand tout le monde bascule en télétravail, le problème ne se pose pas, parce que c'est pour tout le monde pareil. Quand on va revenir à un temps plus banal, et on y retourne, la question va être, est-ce que cette phase-là a fait bouger les lignes de l'image que se font les managers et les dirigeants d'un télétravailleur? Et je ne sais pas y répondre, et je crois que personne ne peut y répondre encore aujourd'hui. Mais la menace pèse encore, c'est-à-dire plutôt de se dire, on est revenu à une période normale, donc en période normale, au fond, un salarié devrait être plutôt à son bureau. Et vous en parliez tout à l'heure, mais en quoi ça peut remettre en question le contrat de travail en lui-même? Alors, ça ne le remet pas en cause en tant que tel. Ce que je voulais dire, c'est que le télétravail est une brique dans un courant de pensée patronal américain qui s'appelait Boundary-less Organizations, qui était très largement poussé par Jack Welch, de General Electric, on connaît, pour lequel les caractéristiques classiques du travail, c'est-à-dire le lieu, le contrat, le transport, tout ce qui est autour du salariat classique, étaient au fond des obstacles à la croissance de l'entreprise. Et donc, ils se sont attaqués à ça, et le télétravail faisait partie de ces possibilités de remettre en cause le lieu de travail, et donc
par la même occasion, la relation entre le salarié et l'entreprise. Au fond, si je suis en télétravail et que je suis, par exemple, dans le cadre du marketing, qu'est-ce qui empêche de se dire que je pourrais être un fournisseur et un sous-traitant? Et donc, plutôt que d'être payé en tant que salarié, je pourrais l'être en tant que fournisseur. Monsieur Pralon, vous qui avez une formation de psychologue, donc vous avez bien réfléchi, j'imagine, sur ce qui s'investit chez chacun d'entre nous quand il télétravaille, et sur ce qui s'investit aussi chez les directions. Évidemment, est-ce qu'on perd le sentiment d'appartenance à l'entreprise parce qu'on est télétravailleur? Premier point. Et deuxième point, est-ce que l'émotionnel lié à tout ce qui est l'atmosphère psychique d'une entreprise se dissout lorsqu'on est à distance? Alors, par première question, j'ai plutôt envie de dire que ce n'est pas tellement l'appartenance du salarié à l'entreprise qui se dilue, c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est la perception par l'entreprise de l'appartenance de ce singleton qui se marginalise un petit peu. C'est ça quand même qui est le problème. C'est le fait que celui qui s'éloigne disparaît un peu de la bulle de ceux qui sont restés. La métaphore que j'aime bien, c'est de se dire... un peu comme sur une scène de théâtre, quoi, hein. Il y a la poursuite et puis il y a ceux qui s'éloignent de la poursuite. Donc il y a la lumière et ceux qui s'en écartent. Un manager va croiser des gens tous les jours, va entretenir des relations de quotidienneté avec des collaborateurs, et puis un peu moins avec ceux qui vont s'éloigner de lui, géographiquement et après psychologiquement. Est-ce que les entreprises ne sont pas conviées en conséquence à chercher des techniques susceptibles de rapprocher le travailleur qui est en télétravail de l'entreprise? Et quand je pense à des techniques, vous citez vous-même une meilleure connexion, quelque chose sur les techniques, l'ergonomie du travail, des éléments éventuellement d'assistance informatique, des éléments d'amélioration de l'organisation. Parce qu'on parle de télétravail en général, mais est-ce qu'aujourd'hui, de façon plus précise, les gens ne sont pas 3 jours en télétravail et 2 jours sur place? Et est-ce qu'il n'y a pas un partage de la semaine qui fait qu'on tient quand même fermement le travailleur qui est en télétravail? Alors effectivement, le débat actuel, c'est quand même pas de généraliser et d'aller vers des formes plutôt hybrides. Donc 3 jours par-ci, 2 jours par-là. Ça, c'est plutôt prudent. Ensuite, il y a 2 choses. Il y a la tendance naturelle. Et la tendance naturelle, c'est de rajouter à l'absence du contrôle, de remplacer l'absence par du contrôle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le process et la créativité. On a cru à un moment que le télétravailleur était celui qui allait prendre du recul. Et donc il allait lire, se documenter, réfléchir et puis revenir plein d'idées nouvelles. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Parce qu'on est éloigné, on est tenté de montrer qu'on travaille, et inversement, parce qu'un collaborateur s'éloigne, on est tenté de contrôler ce qu'il fait. Et donc le process est l'ami principal du télétravail. Ça, c'est ce qui se passe si on ne fait rien. Et si au contraire on fait des choses, on va pouvoir essayer de repérer les impacts du télétravail sur les salariés et donc progressivement prendre en compte les limites du dispositif et vérifier par exemple que ceux qui s'éloignent géographiquement ne s'éloignent pas psychologiquement, qu'on va rajouter des mécanismes de suivi, d'appel, de contact quotidien, etc. Bref, des dispositifs qui vont resserrer les liens. Pour le dire autrement, le télétravail détricote la relation, il faut qu'il y ait des gens qui la retricotent. Est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats ont conscience de ces problématiques qui sont autour du télétravail? Je ne suis pas sûr. Et ça me pose 2 problèmes. Le premier, c'est qu'ils devraient savoir. Le télétravail, c'est vieux quand même. Et donc, ça a été très documenté. Il y a des sujets de la vie sociale qui sont vieux et pas documentés. Celui-là, il l'est. Donc, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui ont... 50 ans. Vous avez dit 50 ans. Oui, mais sur 20 ans d'études, on sait des choses. Sur le stress, c'est pas un scoop. Sur la charge mentale, c'est pas un scoop. Donc ça, on sait. Donc, ils devraient savoir des choses comme ça. Donc, ils devraient être les premiers à poser des limites, à demander à poser des limites. Et je crois que l'engouement des salariés, qu'ils relaient du coup, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de syndicats qui disent il faut aller vers des accords de télétravail, il faut mettre en place le télétravail. Cette façon de relayer la demande des salariés manque un peu, à mon sens en tout cas, de prudence et aussi de clairvoyance. Je ne suis pas sûr que la demande des salariés qui veulent du télétravail soit purement et strictement une demande de télétravail. Je crois que c'est aussi une demande d'autres formes de travail, de plus de liberté dans le travail lui-même. D'autonomie, quoi. Oui, mais aussi de refaire ce que l'open space a détruit. L'open space a, sans qu'on s'en rende compte, mis des yeux autour de tout le monde. Et donc a mis de la surveillance autour de tout le monde. Et l'expérience du télétravail pendant le confinement a été pour tout le monde le fait de se dire « mais en fait je vais faire comme je veux aujourd'hui. Et personne n'est là pour voir ce que je fais. »
Et je crois que cette liberté de travailler là, qui est psychologiquement essentielle, c'est la liberté de la créativité, de l'autonomie, de l'initiative, cette liberté-là, elle a été remise en œuvre par le télétravail, et c'est ça, je pense, que demandent les salariés. Jean Pralong, vous ne m'avez pas répondu sur les efforts que les entreprises pourraient faire pour essayer d'améliorer la situation. C'est-à-dire, vous-même, vous les énumérez, encore une fois, meilleure connexion, l'assistance informatique, améliorer l'ergonomie, etc. Je voudrais que vous me disiez concrètement, est-ce qu'il y a des entreprises qui s'interrogent vraiment sur ces efforts à faire ? Alors oui, j'en ai vu. J'ai vu les banques, par exemple, qui se posent des questions autour de ça, les banques et les assurances, qui sont très sollicitées, parce qu'elles ont des sièges sociaux quand même assez pléthoriques, et donc qui effectivement étudient la possibilité de le faire. Elles sont encore, à mon avis, au début de la réflexion, certaines un peu plus que d'autres. Les cabinets de conseil sont au contraire très en avant, mais parce que les consultants sont des gens très autonomes, et donc c'est des gens qui sont très efficaces en travaillant tout seuls. Mais pour répondre à votre question sur le fond et le besoin, je crois qu'il y a deux sujets à traiter. Le premier, c'est l'organisation du travail, effectivement, et comment on fait apparaître des modalités de supervision un peu plus soft, qui respectent l'autonomie du télétravailleur, puisque c'est ce qu'il demande. Et donc, comment est-ce qu'on contrôle le besoin de contrôler, justement ? Ça, c'est le premier sujet. Et puis, il y en a un deuxième qui serait, finalement, la sagesse. Ça, c'est pas un mode de management, c'est pas une technique de management, la sagesse. Mais comment est-ce qu'on interprète avec sagesse une demande de télétravail, et comment est-ce qu'on met en œuvre dans une entreprise des pratiques de télétravail qui soient raisonnables et sages, voilà. Quand on écoute les gens qui télétravaillent, ce sur quoi ils insistent le plus souvent, c'est sur le fait qu'en télétravaillant, ils dépassent les horaires. Ils dépassent les horaires et ils investissent dans le travail beaucoup plus d'heures qu'ils n'en avaient investi quand ils travaillaient sur les lieux de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que c'est une impression qu'ils ont ? C'est pas une impression. Le télétravail demande plus de temps pour faire la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on va être distrait par plus de choses. Dans une journée, ou dans une séquence de demi-journée, par exemple, de travail au bureau, vous allez être dans une seule et unique bulle. Cette unique bulle, elle va être un peu perturbée par des tâches un peu divergentes, mais ça reste le travail. Et puis, il y aura une pause café ou deux, et ça va être avec des collègues, donc ça reste dans la même sphère. Quand vous êtes chez vous à faire du télétravail, vous allez vous interrompre pour diverses choses, pour aller chercher le courrier, pour aller ranger une chambre, plein de trucs. Et cette contrainte-là fait sortir du travail et demande plus de temps pour s'y remettre. Et ce temps de reconcentration est un temps de travail en soi, qui à la fois demande de l'énergie psychologique, c'est de l'usure un peu mentale, ça demande c'est un travail psychologique de se remettre et de se reconcentrer. Et puis c'est aussi beaucoup plus chronophage, puisque ça va demander plus de temps pour aboutir au même résultat. Et donc, et juste sur ce point-là, j'ai vu des études qui disaient mais le télétravail c'est génial, puisque les télétravailleurs sont plus performants. Ils sont plus performants en valeur absolue, mais il leur faut plus de temps et plus de stress pour l'être. J'ai été frappé en préparant cette émission par le peu d'études de fond. Excusez-moi, c'est pas vous que je veux mettre en cause, mais le peu d'études de fond qu'il y avait sur la question. C'est-à-dire, je crois que j'ai parcouru une grande partie de la bibliographie sur cette question, et je dois dire que j'ai été sidéré que on a un travail des DRH, que vous avez été, donc des directeurs de ressources humaines, sur des points très précis, qui est comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus efficace, plus rentable, etc. Mais ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire sur l'historique et sur l'idéologie, il n'y a quasiment rien. Comment ça se fait ? Je crois qu'on l'a oublié. Je crois que le phénomène télétravail... Mais pourquoi les chercheurs en sciences humaines ne se sont pas affondrés ça, il faut leur demander. Non, mais moi je vous demande à vous, parce que vous êtes à cheval sur les deux. Ouais. Alors justement, comment ça se fait qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui sortent de fond sur la question du télétravail ? C'est-à-dire sur l'idéologie que ça sous-tend, et en conséquence sur les problèmes que ça va poser un jour. Alors, je suis bien d'accord que les problèmes que ça va poser sont le vrai sujet. Après, sur l'oubli, ou disons la cécité historique, ou la cécité idéologique de ce type de choses, elle est sûrement un peu balayée à la fois dans l'état actuel par des problèmes de performance, c'est-à-dire on va essayer de tester les choses, et puis on sait bien quand même que à l'époque où on vit, il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets de la sphère, disons, libérale, pour simplifier, qui ont été très facilement assimilés par beaucoup d'individus, au point que ce soit l'arrière-plan idéologique d'un peu tout le monde. Et donc dire aux individus, mais vous savez, vous allez avoir plus de liberté, vous travaillerez comme vous voudrez, quand vous voudrez depuis chez vous, c'est plutôt perçu comme du bon sens, plutôt que comme une position idéologique.
Non, mais je vais prendre un problème, par exemple, que vous soulignez vous-même, c'est-à-dire le fait qu'on ait des conflits entre vie personnelle et vie professionnelle quand on est en télétravail. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une réflexion sur la biographie des gens qui travaillent, sur la manière dont se présente ce conflit, et comment il est réglé, parce que les choses ne sont pas aussi abstraites que vous voulez bien le dire, je descends prendre le courrier, donc je suis moins intéressé, etc. Non, mais je veux dire, c'est rien. Il faut réfléchir de façon beaucoup plus fondamentale à la biographie de la personne, comment est-ce que son attention est susceptible d'être focalisée sur la tâche de travail, comment est-ce qu'elle peut être distraite et pourquoi est-ce qu'elle peut être distraite, est-ce qu'elle est distraite sur le long terme. Là, je trouve qu'il y a des études de sciences humaines qui seraient passionnantes. Et pourquoi ça n'existe pas ? Alors ça existe, ça a été fait. Il y a des travaux qui ont été faits sur la question. Effectivement, c'est sûrement pas des pavés entiers dans la littérature de gestion. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de psychologues qui sont intéressés de près, un peu comme vous le disiez, à l'ethnographie du télétravail, c'est-à-dire à la vie quotidienne du télétravailleur. Et c'est de là d'ailleurs que viennent les résultats sur le travail en plus, le stress en plus, et pourquoi le stress en plus. Oui, mais quand vous dites le stress, ça ne suffit pas. Je veux dire qu'il y a quelque chose dans la motivation qui l'emporte sur le stress, pour que le travailleur, lui, décide d'être en télétravail. Donc, il y a aussi du stress au travail. Donc, stress, bon, c'est un mot générique qui ne renvoie pas grand-chose, finalement, de précis. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait essayer de cerner l'expérience existentielle de chaque télétravailleur ? Alors, ça a été fait, ça a été regardé par des gens qui font de l'ethno, c'est-à-dire des gens qui sont allés suivre au quotidien des télétravailleurs et qui ont observé leur vécu quotidien, y compris, encore une fois, je reviens sur la question du stress, et la double racine du stress, le stress lié à la pluralité des tâches, et le stress très paradoxal dû au fait qu'on est en télétravail et que ça sous-entend une menace de paresse ou une menace de moindre performance. Bien, merci beaucoup. Alors donc, je voudrais rappeler que vous êtes l'auteur de livres consacrés à cette question, au moins qu'il aborde de façon marginale The Good Job, le mode d'emploi pour trouver un bon emploi, et puis gestion des ressources humaines. Mais moi, je vous invite, compte tenu de ce que vous avez écrit dans des articles, à tenter de réfléchir, à essayer de produire un écrit un peu plus fondamental sur cette question psychologique de ce qui se passe chez chaque travailleur qui télétravaille. Vous aurez sûrement un marché. Non, très bien. Merci. Le télétravail en question, deuxième partie sur le grill. Donc Karine Babulle, vous êtes chargée de mission à l'ANACT. L'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et vous êtes vice-présidente de BPW France, ça veut dire Business and Professional Women. Tout à fait. Vous êtes consacré à un jeu de cartes, vous avez consacré un jeu de cartes à l'ANACT qui s'appelle Les Essentiels, télétravail. Et puis c'est un outil ludopédagogique. Et vous allez nous expliquer d'ailleurs comment il fonctionne. Et puis, en face de vous, Laurie Marot, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences à l'École des hautes études en santé publique. Usage des technologies numériques en santé. Voilà votre objectif, ce sur quoi vous travaillez. Usage du téléphone portable, mais aussi compétences techniques et pratiques. Un article que vous avez écrit dans la Revue française de gestion. Et puis, votre thèse, que j'ai parcourue, de la conception d'une plateforme de télétravail virtualisée et une analyse sociotechnique à distance d'une équipe éventuellement de télétravail. Vous l'avez écrite il y a 10 ans, mais ce qui m'a frappé dans cette thèse, c'est cette idée que peut-être on pouvait penser le télétravail de façon collective. Alors vous allez m'expliquer ça, parce que est-ce que c'est pas quelque chose, une dimension qui aujourd'hui n'est pas suffisamment traitée ? Alors, effectivement, dans ma thèse, moi j'avais été principalement réaliser une enquête auprès de gens qu'on avait identifiés comme étant des télétravailleurs. Donc, des télétravailleurs, pour nous, c'était des personnes qui travaillaient à distance de leur lieu principal de travail et ou
aussi également à distance de leur collectif de travail. Parce qu'en fait, on a aussi été interroger des gens qui étaient dans des open space, mais qui avaient toutes les caractéristiques des télétravailleurs, c'est-à-dire qui discutaient en visioconférence, qui étaient sur ce qu'on appelait effectivement des plateformes unifiées à l'époque, ce qui est devenu totalement banal aujourd'hui, mais c'est-à-dire des chats, des vidéos, de la possibilité d'appeler, d'envoyer des mails ou de discuter sur des réseaux sociaux d'entreprise. Donc effectivement, on avait travaillé aussi sur la dimension individuelle, ce que le télétravailleur pouvait faire en pratique durant ses activités de télétravail, la façon dont il pouvait le vivre et aussi la façon dont il allait être managé, conduit, orienté, contrôlé éventuellement, et la façon avec laquelle on pouvait développer ou mettre en place des formes de motivation, d'émulation d'équipe, justement à travers ces formes de travail distancié. Alors ce qui m'a le plus intéressé, c'est le concept de confiance. C'est-à-dire qu'il y a chez vous l'idée que c'est la carte de la confiance qu'il faut jouer. La carte de la confiance des deux côtés. En fait, est-ce que la généralisation du télétravail n'a pas augmenté la confiance des télétravailleurs et de ceux qui les emploient les uns dans les autres? Alors déjà, le terme généralisation, il peut être en soi discuté parce qu'on a... Non, généralisation avec le Covid, je veux dire, oui, de voilà. 2 à 25%. Voilà, exactement. Dans le cadre, dans le cadre du Covid, et comme le disait Jean Pralon juste avant, effectivement, là, on a été obligé de faire confiance aux salariés puisque de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Donc vous savez, c'est toujours la contrainte qui guide les actions humaines. Donc là, c'était pareil, on avait une contrainte qui était plus forte que le fait de ne pas pouvoir faire confiance. Donc dans ce cas précis, oui, absolument, on a dû faire confiance aux salariés. Ceci dit, ça ne veut pas forcément dire, et puis je le constate aussi dans le cadre de travaux sur la télémédecine, qui a également explosé durant cette période de Covid, ça ne veut pas forcément dire que ces pratiques seront totalement pérenne, donc il n'y aura pas une forme de retour en arrière, alors pas forcément retour en arrière, mais en tout cas de mixité des formes de travail. Mais ceci dit, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ces formes de télétravail obligées avaient permis de s'interroger, notamment au niveau des sphères managériales, sur quels sont les outils qu'on peut développer aujourd'hui pour accompagner les télétravailleurs. Parce que finalement, avant, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, vous êtes télétravailleur, vous devez vous débrouiller pour vous organiser des temps de consultation de mail, des temps de concentration, des temps de détente, des temps de réflexion, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à réfléchir à ça. Alors, les outils ? Ben justement, c'est ça. Alors, on peut parler des outils technologiques, c'est un peu ma spécialité d'un côté, et des outils managériaux d'autre part. Donc, Alors, outils technologiques ? Alors, les outils technologiques, ce qu'il y a à retenir sur les outils technologiques, c'est qu'ils sont vraiment très structurants de l'activité de travail. Ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Aujourd'hui, on s'imagine que, quelque part, il suffit de vouloir et qu'on va pouvoir travailler exactement comme on veut. On sait depuis maintenant plus de 100 ans, depuis que nous l'a expliqué le sociologue Jacques Ellul, que la technologie, elle est extrêmement structurante. Non, Jacques Ellul, c'est pas 100 ans, c'est 50. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour vous, c'est 100 ans, mais c'est pas grave. Ça dépend quels travaux. Oui, bon, alors moins de 100 ans, on va dire. Enfin, dans les années 40, déjà, il commençait à avoir certains travaux qui étaient mis en avant sur le fait que la technologie n'est ni bonne en soi, ni mauvaise, ni même neutre. Donc, des fois, on a du mal avec cette définition-là. Il disait, elle est simplement orientée, elle est structurante. Donc, effectivement, quand vous avez des technologies qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle le always on, une connectivité permanente, en fait, vous allez commencer à avoir une confusion de ce que vous pouvez faire avec ces outils. Notamment, cette joignabilité permanente, elle engendre implicitement une disponibilité permanente. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver à la fois avec un certain nombre de services rendus par ces technologies, et le fait de pouvoir exercer du travail à distance, ça rend service à beaucoup de salariés, et dans le même temps, vous allez avoir beaucoup de contraintes qui vont être associées, enfin, on le vit comme des contraintes parce que c'est des effets qu'on ne désire pas, qui vont être associés à ces mêmes pratiques. C'est ce qu'on appelle, oui, allez-y, c'est ce qu'on appelle dans la littérature les effets paradoxaux des technologies de l'information. Alors justement, est-ce que c'est pas de ce fait-là, Karine Babul, que l'étude de l'ANACT qui a été faite juste après le Covid, au 11 mai, une majorité souhaitait poursuivre le télétravail, c'est ce que j'ai lu dans cette étude, et 46%
avaient le sentiment en même temps d'être moins efficaces. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient insuffisamment d'outils techniques? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui se passait? Pour quelles raisons ces 46% avaient le sentiment d'être moins efficaces? Déjà, cette étude doit être contextualisée dans un contexte effectivement de télétravail exceptionnel dégradé. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a tout un retour d'expérience qui doit être fait par rapport à cette période, puisque effectivement, les outils n'étaient pas forcément au rendez-vous. Par rapport à cette étude, on peut voir que 8500 répondants, parmi ces 8500 répondants, il y avait 50% de primo-télétravailleurs et 70% de femmes. 80% disaient qu'effectivement, ils étaient assez satisfaits de leur équipement, notamment informatique, technologique, mais 70% n'avaient pas nécessairement les espaces qui étaient adaptés. Donc sur ces différentes dimensions et notamment les outils technologiques, il y a un apprentissage de ces télétravailleurs, mais finalement on s'aperçoit que c'est peut-être moins les équipements que les configurations à domicile qui a pu poser problème. Et aujourd'hui, malgré ce télétravail exceptionnel dégradé, aujourd'hui, il y a un souhait éventuellement de poursuivre avec le télétravail, mais dans un cadre qui serait renégocié. Donc là, la problématique aujourd'hui, c'est vraiment la renégociation du cadre, et même au-delà du télétravail, la problématique se joue autour du présentiel-distanciel choisi et non subi. Juste pour prendre l'exemple d'une entreprise qui nous appelait hier, qui rencontrait la problématique suivante, c'est-à-dire quand un salarié a de mauvaises conditions de travail à domicile, qu'il ne peut pas accéder à un tiers-lieu et que son entreprise vient de réduire le nombre de mètres carrés dans des bureaux de 4 personnes et dans un contexte de distanciation sociale et de port du masque, où est le choix du salarié, où sont les marges de manœuvre? Donc aujourd'hui, ces études, elles sont intéressantes, mais elles nous disent surtout c'était une période particulière et aujourd'hui, on doit faire un retour d'expérience avec les partenaires sociaux pour mettre en place un cadre qui convienne à toutes et tous. Laurie Marot, vous êtes d'accord avec cette réflexion sur la technologie ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai la sensation qu'on découvre aujourd'hui que les conclusions des sciences de gestion et des sciences humaines en général sur le sujet depuis 20-30 ans sont justes, en fait, et qu'il s'agissait peut-être d'en tenir compte. Vous avez dit un mot qui est très important, vous avez parlé d'espace. Vous avez dit parfois on n'a pas l'espace qui est approprié au télétravail. Et en fait, moi, je remets beaucoup en question, notamment la notion de dématérialisation de la technologie. On parle beaucoup, quand on parle de technologie distancielle, de technologie dématérialisée, il y a même des départements de la dématérialisation. Alors là, vraiment, il faut faire attention avec ce terme qui est trompeur, qui a tendance à invisibiliser la situation réelle. Le numérique, c'est très matériel. Là, pendant qu'on se parle, on est filmé par des caméras, il y a des câbles, il y a des antennes, il y a des relais partout. Donc tout ça, c'est pareil aussi comme situation pour le télétravailleur. Et il y a aussi une disposition, ce que Gérin appelait les agencements organisationnels, qui sont à la fois des agencements humains, des agencements symboliques et des agencements matériels. Et donc on a tendance à oublier que cette interaction homme-technologie, humain-technologie plutôt, elle s'opère dans des agencements particuliers, dans des situations particulières, et que finalement, si la situation ne s'y prête pas, c'est la sociologue Lucy Suchman qui a beaucoup étudié les phénomènes en situation, si la situation ne s'y prête pas, eh bien, on va avoir beaucoup de problèmes, même si la technique, elle, est au point. Alors, il y a un autre immense chapitre qui sont les techniques de management. Et vous avez vous-même travaillé sur cette question des techniques de management. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ces techniques de management évoluent? Vous pensez, vous avancez dans des articles, vous avez avancé l'idée qu'un bon management à distance doit à la fois définir des objectifs et en même temps définir des moyens. Oui. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas interroger les usages de ces objectifs, les usages des moyens? Et en fait, il y a un temps de régulation nécessaire. Comment ce temps de régulation s'organise? Oui. Alors, déjà... J'aurais envie d'ajouter que le management, aujourd'hui, est peut-être garant de l'égalité d'accès à des conditions de travail de qualité et des conditions de travail
en télétravail de qualité. Et du coup, effectivement, on demande potentiellement aux managers d'être davantage sur du management du travail. Donc effectivement, ça passe au-delà des objectifs par les moyens. Et les moyens, c'est effectivement les moyens que l'entreprise met à disposition, les équipements, mais également les configurations dont on parlait au domicile, mais également les situations personnelles, on a pu le voir. Mais également, les moyens, c'est aussi les ressources du collectif. C'est aussi les régulations individuelles et collectives en présentiel et en distanciel. Et c'est d'autant plus important que dans cette période, il a pu y avoir parfois un sentiment de manque d'information. Et ces temps présentiels peuvent être un moyen aussi, de manière informelle, pour cette circulation d'informations, pour l'innovation, et puis également potentiellement pour des métiers qui sont en transformation, notamment du fait du numérique. Et effectivement, présentiel, distanciel, on n'est pas tous égaux devant notre facilité à travailler dans ces conditions. Et du coup, maintenir les régulations individuelles et collectives, c'est très important. Mais les risques professionnels également. On s'est aperçu que les managers n'étaient pas nécessairement outillés pour prendre en considération la diversité des situations de travail et personnelles des individus et considérer les risques professionnels. Donc on parlait de surconnexion, on peut parler de détresse numérique aussi parfois pour des populations qui ne sont pas nécessairement habituées à l'usage de ces outils. Écoutez, le coût de coordination, etc. Si le télétravail, ils sont quand même habitués. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils sont bien forcés de s'habituer. Alors ça s'apprend, tout à fait. Le télétravail, ça s'apprend. Mais c'est vrai que cette période de confinement a engendré beaucoup de primo-télétravailleurs. On est passé de 7 à 1 tiers de télétravailleurs, avec pas forcément les équipements qui étaient à disposition, les moyens dégagés, donc aussi beaucoup d'équipements qui ont dû être pris sur les équipements personnels. Laurie Marot, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question des techniques de management ? Alors, je pense qu'on peut peut-être reboucler sur la question des compétences, en fait. Là, vous l'avez dit, ils ont bien dû apprendre à s'en servir. Assez spontanément, on s'imaginait que les gens qui allaient utiliser le numérique sauraient le faire facilement et qu'ils allaient savoir gérer ça, puisque de toute façon, dans leur vie personnelle, presque tout le monde avait un ordinateur, ou en tout cas, presque tout le monde avait un téléphone, etc. etc. Et ça n'empêche pas qu'on parle quand même d'une rupture d'égalité en ce qui concerne l'utilisation du numérique en général dans la société. Vous savez bien qu'il y a en fait une partie de la population qui n'a pas accès à ce numérique. Alors, il y a une partie de la population qui n'y a pas accès pour des raisons physiques, et puis il y a une partie de la population qui n'y a pas accès ou qui n'a pas le même accès pour des raisons de connaissance en fait, de la technologie. Et de pratique. Oui. Donc, effectivement, c'est 2 types de fractures numériques. Par exemple, il y a la population plus âgée ou même d'autres types de populations. Des fois, c'est d'ailleurs plutôt les conditions socio-économiques qui vont déterminer l'accès au contenu numérique. Est-ce que vous ne croyez pas que la population qui télétravaille, elle n'est pas du côté de la fracture Ah non, absolument pas. Oui, c'est plutôt 60% de cadres qui télétravaillent. Justement. Mais justement, en fait, on s'est imaginé, nous, c'est ce qui était assez amusant, c'est que dans l'étude qu'on a réalisée, on avait comparé des gens qui étaient des téléopérateurs, donc vraiment des positions de subordonnés au niveau hiérarchique, et des gens qui étaient des cadres mobiles, qui avaient toute liberté un petit peu de faire ce qu'ils voulaient. Eh bien, étonnamment, ceux qui étaient téléopérateurs avaient un rythme de télétravail extrêmement bien structuré, avec des outils très adaptés à leur activité. Donc, et alors que les cadres mobiles, eux, ont dû mettre en place davantage ce qu'on appelle des tactiques, du bricolage. En sociologie, on parle de tinkering, de bricolage, en fait, qu'on fait avec la technologie pour essayer de s'adapter à cette nouvelle activité mobile. Donc finalement, on avait très très bien anticipé et très très bien encadré le travail de ces téléopérateurs. Vous savez, ces gens qui vous appellent pour savoir si vous voulez financer une association, etc. Et on avait moins anticipé le travail de ces cadres en se disant, ils vont s'adapter. Voilà, ça va se faire, ils vont réussir à s'adapter. Et de fait, ces gens-là ont eu une forme de surmenage associée à ces pratiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu mise en place aussi de logiciels de tracking pour essayer de suivre les salariés qui télétravaillent et pour avoir sur eux une prise organisationnelle et hiérarchique ? Alors là,
pour le coup, dans les études que j'ai menées aussi, il y avait l'activité des personnes qui étaient plutôt en situation subordonnée, des téléopérateurs par exemple, était extrêmement surveillée. Donc là, c'était presque de l'espionnage. Donc c'était de façon aléatoire, ils étaient écoutés pendant leur conversation téléphonique, etc. C'était, en termes de contrôle, c'était vraiment performant, hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai que, pour le coup, il n'y avait aucune latitude d'action possible de la part du téléopérateur. Du côté des cadres, en fait, il y avait des systèmes de contrôle qui étaient, par exemple, il fallait que la petite pastille de présence sur le réseau social professionnel soit toujours au vert pour signaler qu'on était là, ou alors, quand elle passait au rouge, il fallait justifier du fait qu'elle passait au rouge. Et donc, de temps en temps, on avait des salariés qui se déconnectaient complètement du réseau en disant si je suis connecté, en fait, je ne peux pas travailler parce que je suis sollicité en permanence sur la plateforme, et qui donc devaient justifier du fait qu'ils n'étaient plus connectés. Donc là encore, c'était un nouveau paradoxe, parce que le soir, ils éteignaient leur machine pour arrêter de travailler, mais le matin, en fait, ils éteignaient leur machine pour essayer de commencer à travailler. Donc vous voyez, on essaye toujours d'arbitrer. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas opposer le télétravail indépendant du travailleur indépendant et le télétravail du travailleur salarié ? C'est-à-dire que le travailleur indépendant, il s'organise quand même. Alors, quand je pense au travailleur indépendant, ça peut être assimilé aussi au cadre dont vous parlez. Mais le travailleur indépendant, qui est seul, qui travaille avec des normes qui lui sont propres, qui n'est pas redevable en face d'une direction immédiate, mais qui doit rendre un travail pour pouvoir être payé pour ce travail, il se donne à lui-même ses règles. Donc, est-ce que le télétravail de l'homme indépendant n'est pas très différent du télétravail de l'homme salarié ? C'est un petit peu différent quand même, parce que dans le cadre du travail salarié, vous êtes dans une entreprise, vous avez une culture d'entreprise, vous avez quand même normalement la possibilité, parce que le télétravail, c'est rare que ce soit 5 jours sur 5, donc vous Bien avez sûr. quand même la possibilité de revenir, d'avoir du présentiel, d'avoir ces moments de groupe, et puis vous avez même la possibilité de vous sentir aussi appartenir quand même à un groupe, même de façon un petit peu distanciée. Pour la personne, alors moi, à titre personnel, j'ai pas beaucoup étudié les personnes en situation d'auto-entrepreneur, par exemple, donc je ne vais pas porter des conclusions, mais l'impression que j'en ai, c'est que tout de même, ces personnes-là ont dû aussi apprendre à gérer leurs pratiques, leurs usages de ces technologies à distance, et que donc, de fait, il y a eu des formes d'apprentissage et qu'on en est un peu revenu de ce fameux travail qui offrait tant de liberté, ou que des libertés, en tout cas. Dans les études de l'ANACT, vous soulignez, Karine Babul, qu'il peut y avoir un contrôle excessif du fait du manque de confiance dans le salarié, et en même temps de cadres qui soient éventuellement trop précis, de lieux imposés, et de risque de rajouter des tâches. Et finalement, une pression trop forte de l'organisateur, de la direction. On est à l'inverse du management du travail, on est plutôt dans ce qu'on appelle le micromanagement, où effectivement on va se focaliser sur les tâches, on va avoir une surprescription, on va avoir potentiellement du contrôle, ce qui peut appeler à des risques liés au présentéisme numérique. Donc là, on est sur des configurations où la confiance n'est pas le maître mot. Alors donc il y a des risques à ce moment-là de surcharge pour le télétravailleur. Il y a à la fois la surcharge et en même temps l'isolement. Oui, il peut y avoir effectivement, en tout cas quand le télétravail est avec un nombre de jours trop important, il y a effectivement cette question de l'isolement, d'où la problématique du présentiel d'essentiel, de l'équilibre, la surcharge, voire la sous-charge. Donc on voit encore l'intérêt d'avoir ce management du travail qui soit proche de ses équipes, le présentéisme numérique, la détresse numérique, les coûts de coordination, parfois même les addictions. Donc on a un certain nombre de risques, mais on a aussi un certain nombre d'avantages pour nuancer les propos du premier intervenant. Il y a pas, voilà. Le télétravail a des avantages et des inconvénients selon les activités de travail et selon la situation personnelle des individus. Et il s'agit de voir à quelles conditions l'entreprise peut fournir des conditions de télétravail de qualité. Et ça se joue avec les partenaires sociaux par rapport au cadre qui est fixé dans l'entreprise, mais aussi au niveau du CSE, au niveau du management. C'est pourquoi on essaye, nous, à l'ANACT, d'outiller justement ces différents acteurs dans l'entreprise. Est-ce que les deux grands mots ne sont pas à la fois contrôle et autonomie ?
C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois contrôler et préserver l'autonomie du télétravailleur. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une espèce de paradoxe où il faut essayer de tenir les deux? Parce qu'une entreprise qui ne contrôle pas, il n'y a plus d'entreprise. Ouais. Donc elle a besoin de contrôler. Mais en même temps, il faut préserver l'autonomie, non? Oui, alors il y a des modèles qui existent pour ça. Il y a notamment le Job Demand Control modèle qui explique qu'effectivement, plus on a de contrôle sur le salarié, peut-être moins on a d'autonomie et inversement. Ceci dit, il faut bien comprendre que l'entreprise a besoin de contrôler. Ça, c'est nécessaire pour elle, de savoir ce qui se passe au niveau de l'activité de son entreprise. Et puis, ça peut se comprendre. Mais en même temps, vous avez diverses formes de contrôle. Si c'est contrôler que la personne est là, ce qu'on appelle le management présentiel, qui est un peu la culture française et européenne, ou si c'est contrôler, par exemple, les objectifs, s'ils ont été atteints. Donc aujourd'hui, on essaye de s'orienter sous des formes de contrôle aux objectifs. C'est aussi pour ça que, d'ailleurs, on se retrouve avec des situations de difficultés qui sont personnelles, qui sont individuelles, c'est-à-dire le stress ressenti par l'individu, le fait que l'individu se sente dépassé. Mais vous avez des situations où le fait d'être très autonome ne favorise pas forcément le télétravail. Je donne l'exemple de la télémédecine. Vous êtes typiquement sur une profession où vous êtes extrêmement autonome dans la prise de décision, le praticien par exemple, et dans le même temps, vous devez normalement d'avoir aussi une grande coordination dans votre exercice avec les autres professionnels qui vont prendre en charge le patient. Eh bien, ce n'est pas une évidence pour autant de s'atteler à ces dispositifs distanciels. Bon, après, il y a les caractéristiques de la médecine, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux de coordination, d'enjeux d'intérêt, d'enjeux de pouvoir et de façon de contrôler sa propre activité. Est-ce que dans le jeu de cartes que vous avez mis au point, Karine Babulle, je rappelle que ce jeu de cartes donc de l'ANACT, c'est un outil ludopédagogique. Son objectif, c'est d'essayer justement de faire la part d'autonomie et de faire la part du contrôle. Oui, tout à fait. Si vous voulez, cet outil, il a pour objectif d'échanger entre les différents acteurs de l'entreprise, les partenaires sociaux, les managers, les salariés. Donc c'est un jeu qui aborde différentes dimensions. La première, c'est la question du cadre, notamment le contenu des accords et des chartes, mais également les questions de l'expérimentation, puisque un cadre s'expérimente et s'expérimente aussi au plus près des activités de travail des équipes. Et puis, il y a un droit à l'erreur. Le télétravail, ça s'apprend. Toutes et tous n'ont pas forcément envie de télétravailler. Donc, on va tester ce cadre pour l'amender éventuellement. Et puis, une troisième dimension qui est sur les pratiques de management. Et donc, ces trois dimensions-là, elles sont à travailler en CSE, en réunion intermanagériale, puisque les réalités sont différentes d'un département à un autre. Et puis au sein de l'équipe même, puisque le télétravail, c'est aussi un fil que l'on peut tirer pour faire le bilan des conditions de travail actuelles. Parce que le télétravail peut être révélateur d'un certain nombre de problématiques à considérer avant même que l'on puisse amender le cadre du télétravail. Et c'est un objet également pour travailler la confiance et le management du travail avec les équipes. Karine Babulle, vous avez beaucoup insisté dans un article sur le rôle des femmes qui sont davantage exposées au travail morcelé et au fond au mélange des genres chez elles dans le télétravail, travail professionnel, tâches ménagères, garde d'enfants. Les emplois du temps s'articulent mal, avec au fond beaucoup de difficultés à essayer de penser les deux au même endroit. Tout à fait. Mais de toute façon, en matière de conditions de travail, on ne peut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs, puisque les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes métiers, n'ont pas les mêmes parcours, n'ont pas les mêmes conditions de travail, ni les mêmes problématiques d'articulation des temps. Et ça, c'est valable d'une manière générale pour le travail, mais aussi pour le télétravail. Et on observe, je vous invite à écouter le podcast de l'ANACT sur Covid-19 et puis conditions de travail des femmes et des hommes. On voit déjà que 3 mois après le départ, il y avait déjà 2 tiers des femmes qui étaient en arrêt, toujours en activité, par contre 3/4 d'hommes. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence au niveau des métiers. Et puis ensuite, en télétravail, même s'il y avait 50-50, on observe que les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes conditions de travail, puisque seulement 3
3/4 d'entre elles n'avaient pas accès à un espace dédié pour télétravailler, contre 40% des hommes. Et le plus souvent, ce sont les femmes qui ont les enfants avec elles. Donc on voit que, voilà, les conditions de travail n'avaient pas la même qualité pendant cette période particulière. Et puis pour revenir sur la question des outils numériques, si on part du principe qu'un certain nombre de métiers à prédominance féminine, considérés comme non télétravaillables, sont devenus tout d'un coup télétravaillables. Vous pensez à quel métier ? Les métiers de l'assistanat, par exemple. On observe que ces métiers-là n'avaient pas forcément les outils numériques mobiles. Par exemple. Donc ça, c'est des études qui sont antérieures au Covid-19 qui montrent qu'il y a une différence en termes de femmes-hommes par rapport aux outils numériques fixes et aux outils numériques mobiles. Donc il y a aussi une inégalité d'accès à ce niveau-là. Donc, au niveau du management, la diversité des populations au travail, et notamment la question des situations de travail des femmes et des hommes, c'est un élément à prendre en considération. Henri Marot ? Oui, absolument. D'ailleurs, dans les études que j'avais pu mener, j'avais eu des verbatims, enfin des citations de télétravailleuses en particulier qui étaient assez presque choquantes d'ailleurs, où elles me disaient en termes de télétravail, on n'a le droit qu'au mardi et au jeudi. Parce que, alors, pour les télétravailleurs en général, on n'a pas le droit au lundi parce que c'est le jour des courses, au vendredi parce que c'est le jour du ménage, et pour les femmes, nous n'avons pas le droit au mercredi parce que c'est le jour des enfants. Donc c'était quasiment dit explicitement par la direction. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de télétravailler. Pas le mercredi, parce que c'est le jour des enfants, et qu'elles vont forcément s'occuper des enfants au lieu de travailler. Et là, on leur demande d'être en présentiel. C'est ça. Donc c'est pour montrer à quel point il y avait une différence de traitement dans le cadre du télétravail. On voit à quel point la problématique du sexisme croise cette question du télétravail et elle est à adresser actuellement dans les organisations. Et aussi parce qu'il y a du coup une perméabilité des sphères privées et professionnelles et que là donc de fait il y a des choses qui émergent. Merci à toutes les deux. Alors je rappelle donc les essentiels télétravail, c'est un jeu de cartes donc de l'ANACT qu'on peut voir à l'écran. Et Laurie Marot, votre thèse, elle est consultable sur Internet. Oui. C'est là où j'ai pu la consulter, mais elle est assez intéressante et je propose à nos auditeurs de jeter un coup d'œil parce que c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir des pratiques un peu différentes de ce qu'il y a aujourd'hui avec ces pratiques collectives dont vous parlez. Merci. Merci. Le télétravail en question, troisième partie. Notre grand témoin est Caroline Diard. Bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheur chez l'École de commerce de Paris, EDC, Paris Business School, management, ressources humaines et droit. Vous avez travaillé sur un aide-mémoire en ressources humaines, publié chez Duno. Vous avez publié Transformation digitale de la fonction RH, tout aussi chez Duno. Et puis un livre qui est 27 cas pratiques de GRH, donc de gestion des ressources humaines. Alors je voudrais commencer avec vous sur une question qu'on n'a pas abordée jusqu'au fond, qui est le droit à la déconnexion pour le travailleur. C'est-à-dire que j'ai lu une enquête sur les employés du CNRS pendant le Covid, qui a été faite par le CNRS eux-mêmes. 75% des personnels ont été en télétravail, c'est quand même énorme, 75% des personnels. Alors l'enquête montre qu'ils ont constaté un manque de vie sociale, un isolement, un manque de matériel adéquat, tout ça nous l'avons cerné, et puis des limites en termes de collaboration, de créativité, et une impression au fond de ne pas aller, sans pouvoir sortir de chez eux, de ne pas aller finalement au fond de leurs possibilités. Alors, à partir de là, ils se sont posés aussi la question du droit à la déconnexion. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, et est-ce qu'on ne devrait pas essayer de normaliser ce droit à la déconnexion pour qu'il y ait moins d'empiètement du travail sur les liens familiaux ? Alors, en effet, le confinement a contraint le télétravail. Donc, on a été dans une forme de télétravail qui est considérée comme dégradée, inhabituelle, et on a travaillé à la maison à temps complet. Donc, il y a une sorte d'effet de loupe par rapport à des situations de télétravail qu'on avait connues précédemment. Donc, j'ai écrit sur le droit à la déconnexion en situation de télétravail avant le confinement. Donc, il y a un cadre normatif, il y a le droit
pas à la déconnexion est inscrit dans le Code du travail depuis 2017, donc c'est une obligation pour l'employeur de faire respecter ce droit et de protéger son salarié. Et avec la situation de confinement, les gens se sont situés finalement à la limite de l'hyperconnexion. C'est-à-dire qu'on a eu des salariés avec de grosses difficultés pour déconnecter. Alors, deux explications. On a des managers qui ont mis la pression pendant le confinement et qui ont profité en fait de la situation avec des comportements à la limite du harcèlement et des comportements déviants. Donc c'est ce qu'on appelle le harcèlement managérial. Donc ce qui produit ensuite des risques psychosociaux parce que quand on est sous pression et qu'on ne peut pas se déconnecter, finalement on a l'impression d'être 24 heures sur 24 au travail parce qu'il y a une unité de lieu, c'est la maison et on ne travaille qu'à la maison. Et il y a aussi la responsabilité du collaborateur lui-même. Parce que le collaborateur, quand vous interrogez des personnes pendant le confinement ou post-confinement, vous avez des individus qui avouent avoir des difficultés à se déconnecter. Et quand on creuse un petit peu, qu'on essaye de comprendre, mais pourquoi personne ne vous a nécessairement obligé à vous connecter après un horaire habituel de bureau, après 18h ou après 19h, et les individus ont la sensation qu'il faut montrer qu'on a travaillé, qu'on s'est connecté. Alors, on veut parler de nouvelles formes de sociabilité, c'est-à-dire à la fois une diminution du coût immobilier pour l'entreprise, mais de sociabilité, c'est-à-dire au fond une flexibilité qui est augmentée, puisque le travailleur n'est pas là, et donc il peut, d'une certaine façon, théoriquement, bouger comme il veut, mais en fait pas du tout. C'est vrai qu'il y a une régression de la congestion urbaine, avec moins de transport pour celui qui travaille en télétravail, mais en même temps, d'une certaine façon, est-ce que le télétravailleur est tellement contraint par tous ces moyens de contrôle que c'est très difficile pour lui, d'une part, d'exiger la déconnexion et d'autre part, au fond, de s'y retrouver dans son emploi du temps? Alors, c'est difficile d'exiger la déconnexion quand on est dans une situation inhabituelle, surprenante, qui choque. Donc, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotions. Les gens sont actuellement dans une espèce de choc post-traumatique en sortie de télétravail, alors qu'en fait, avant le télétravail confiné, la plupart des salariés en situation de télétravail l'étaient dans un cadre formel, une charte, un accord d'entreprise. Donc privilégié. Donc avec un respect finalement de règles, alors parfois écrites, parfois plutôt informelles, mais en tout cas il était clair pour les salariés que j'ai rencontrés dans diverses entreprises avant le confinement qu'à partir de telle heure, le jour où on est en télétravail, eh bien, c'est comme si on sortait du bureau et finalement on rentre chez soi et on se déconnecte. En situation de confinement, ça a été différent parce que les salariés ont supposé qu'on attendait d'eux qu'ils soient disponibles un peu à tout moment. Donc ça a été un premier problème et vous avez aussi des managers qui ont abusé en disant on organise une réunion Zoom pour faire le point. Il y a eu beaucoup de managers qui ont dit il faut faire le point. Alors la nécessité de faire le point, ça cache une nécessité de contrôler. Alors que les études avant le confinement ont tendance à montrer effectivement la dichotomie contrôle et autonomie que vous avez évoquée précédemment et de façon très surprenante, les salariés en fait eux-mêmes développent une forme d'autocontrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement le manager qui ne fait pas confiance ou qui veut contrôler, c'est le salarié qui de lui-même veut montrer qu'il a bien rempli son tableau Excel et qui fait un reporting qui n'est pas nécessairement demandé. Et une de ces conséquences de l'autocontrôle, c'est une hyperconnexion. C'est-à-dire je reste en alerte sur mes emails, même si finalement je ne suis pas censé le faire et je suis sur mon temps libre. Quand on regarde les statistiques données par les syndicats, puisque les syndicats commencent maintenant à analyser enfin le télétravail. La CGT, par exemple, dit que pour 40% des travailleurs qui sont au télétravail, il y a une augmentation du temps de travail. Et de la même façon, ils insistent sur les risques psychosociaux dont vous venez de parler. Et en fait, ils ont l'impression que les managers ne sont pas capables de prendre en compte ces risques. Est-ce que vous pensez que dans la demande de négociation auprès du MEDEF, qui est en cours de la part des syndicats, il y a quelque chose qui pourra avancer?
Alors, je vais déjà répondre sur la première partie de votre intervention, sur l'augmentation du temps de travail et de la charge de travail. Là, je suis d'accord avec les syndicats. Dans la mesure où eux ont qualifié cette forme de télétravail de dégradée, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été une enquête à une grande échelle au niveau national. J'ai conduit pour ma part aussi une enquête pendant le confinement et après le confinement, et les résultats sont sans appel. Il y a une augmentation du temps de travail et une augmentation de la charge de travail. Donc, ça peut interpeller effectivement des représentants des salariés de façon légitime. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même déjà un cadre normatif qui existe, c'est l'accord national interprofessionnel qui a été signé en 2005 et le souhait des syndicats c'est de signer à nouveau un autre cadre normatif qui serait aussi un accord national interprofessionnel. Le MEDEF s'y refuse. Le MEDEF s'y refuse et les négociations qui avaient lieu la semaine dernière, le 11 septembre, n'ont pas abouti. Donc on a un nouveau rendez-vous le 22 septembre, donc on est très en alerte sur le sujet. Aujourd'hui, le cadre normatif, c'est quoi sur le télétravail? Alors aujourd'hui, le cadre normatif, c'est un accord national interprofessionnel qui s'applique à un certain nombre d'entreprises, puisque c'est un accord étendu. Donc la majorité des entreprises sont concernées. Après, il faut savoir que depuis la loi travail, il y a une possibilité que les accords d'entreprise s'imposent par rapport à un accord national interprofessionnel. Et c'est le cas du télétravail. Alors le télétravail fait l'objet d'une négociation annuelle sur le thème QVT, donc qualité de vie au travail. Et les entreprises, aujourd'hui, ont la possibilité de signer un accord, donc en local, qui est un accord finalement coûts humains, adapté à leur entreprise et à leurs salariés, à leurs besoins, qui va prévaloir sur l'accord national interprofessionnel. Alors la volonté des syndicats, ce que j'en perçois en tout cas, c'est de dire attention, en période de confinement, il se peut qu'il y ait eu des débordements et on va légiférer, on va négocier, on va relancer un dialogue social pour border un petit peu le sujet. Alors c'est aussi une formidable opportunité de remettre le sujet sur la table parce que 2005, il y a peut-être des choses qui ont évolué au niveau culturel, au niveau contexte économique, au niveau technologique et surtout au niveau juridique. Le Code du travail en 2005 n'était pas porteur du mot télétravail. Le télétravail, c'est en 2012 qu'il est introduit dans le Code du travail. Donc c'est intéressant de se mettre autour de la table. Alors que ça existait depuis plus de 20 ans. Oui, alors ça existe depuis le gouvernement Balladur. Donc les premiers à s'être intéressés à ce sujet, c'est la mission Breton. Donc il y a eu un compte-rendu de cette mission Breton. Alors à l'époque, on parlait de télétravail pour la première fois. Ça ne représentait pas tout à fait la même chose que le télétravail dont on parle aujourd'hui et la définition n'était pas la même que celle qui a été introduite en 2012 dans le Code du travail. Cette mission Breton, en fait, elle avait pour vocation d'organiser le travail différemment et surtout de limiter les temps de transport et la réflexion, elle était aussi sur l'aménagement du territoire. Donc il y avait à l'époque des organismes institutionnels qui travaillaient là-dessus, mais pour réduire essentiellement les temps de transport, la pollution. On était finalement un peu avant l'heure sur une démarche de développement durable. Donc il y a eu beaucoup de choses au moment de la mission Breton. J'ai travaillé moi-même sur un projet de télécentre avec le Catral. Et ces projets n'ont pas nécessairement abouti. Et puis le télétravail, on n'en a pas parlé pendant un certain nombre d'années. Malheureusement. Là, il est dans le feu de l'actualité. Il y a un effet loupe. Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec mon collègue Jean Pralon. On a la sensation, finalement, qu'on a un terrain d'expérimentation grandeur nature. Donc pour un chercheur, c'est inespéré, parce que ça fait très longtemps qu'on parle du concept de télétravail, ça fait très longtemps qu'on va avoir des salariés, des managers, et là, finalement, on a un effet de loupe, parce que d'un seul coup, tout le monde est obligé de télétravailler. Caroline Yard, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup à apprendre des expériences des autres pays européens ? Alors j'ai constaté en préparant cette émission que 82% des Suédois ont été contents de l'expérience télétravail Covid. 71% des Allemands ont été contents. En Italie, 65% ont tiré quelques conclusions positives. Et on se rend compte que petit à petit, Italie, Espagne, France étaient en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Alors je voudrais que vous m'expliquiez d'où vient ce retard et pourquoi au fond, est-ce que c'est finalement une notion qui nous vient
des États-Unis, de l'Angleterre et des pays anglo-saxons, avec un très grand retard par rapport à la pratique du télétravail dans les pays latins. Alors, le télétravail, historiquement, il vient des pays anglo-saxons. Oui. On a parlé des nouvelles technologies aux USA début des années 90. Le télétravail, en fait, c'était un phénomène en Grande-Bretagne, avant la mission Breton. Donc déjà, historiquement, ils avaient finalement un petit peu une longueur d'avance par rapport à nous. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un effet culturel. Alors effectivement, les statistiques sont sans appel. Ce sont les pays du Nord où on va télétravailler le plus. Si vous regardez les statistiques, en Finlande et aux Pays-Bas, on télétravaille 2 fois plus qu'en France. Donc il y a forcément une dimension qui n'est pas la dimension géographique, mais qui est une dimension culturelle. Dans nos pays plus latins, on a découvert le télétravail, il faut le dire, avec la pandémie. Parce que finalement, c'était complètement marginal. Ça touchait 2% des travailleurs. Mais Italie, France et Espagne s'y sont mis à cause de la pandémie. Clairement, alors je ne dis pas qu'on a découvert. Oui, en tout cas, ça a été très médiatisé avec la pandémie et on y a été contraint. En réalité, le télétravail a pris son essor il y a seulement 10 ans. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. Avant, c'était un concept. Voilà, c'était une idée, c'était des projets. Et donc, est-ce que ça correspond finalement à la culture française et au fond aux habitudes de travail des Français ? Alors, ça correspond de plus en plus à la culture française. Alors, le télétravail a eu du mal à s'imposer pour plusieurs raisons. Pour des raisons technologiques et pour des raisons culturelles, en fait, et des raisons juridiques. Aujourd'hui, les 3 raisons, les verrous ont sauté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prétexte technologique, il n'y a plus de prétexte juridique à faire télétravail, et les mentalités des managers ont évolué. On a une nouvelle génération de managers qui sont formés de façon bien différente. Aujourd'hui, les étudiants dans les business schools, on leur apprend plus la même chose que moi, ce qu'on m'a appris quand j'étais en business school. Donc, la mentalité des managers a évolué. Bon, vous savez qu'en France, les mentalités n'évoluent pas rapidement, qu'il y a une forme systématique de résistance au changement. Donc le télétravail a été vécu comme une forme de révolution organisationnelle par certains. Donc qui dit révolution dit on freine. Et moi je trouve que c'est un peu brutal de parler de révolution, c'est plus une lente évolution. Et c'est ce qu'on appelle un agencement organisationnel. Mais du point de vue des goûts, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, parce que le Covid a fait qu'il y a 25%, 30% des travailleurs en France qui ont été amenés à faire du télétravail. Mais 83% d'entre eux ont souhaité le retour en présentiel. C'est absolument incroyable, 83%. Alors je ne sais pas si ce chiffre est valable, mais quand je lis une statistique pareille, je me dis c'est incroyable, alors que le retour en présentiel, même en Italie et en Espagne, 70% de vote. Alors, le retour en présentiel, il a été souhaité pour plusieurs raisons. Parce qu'on a été enfermé du jour au lendemain, on a été enfermé avec le conjoint, avec les enfants. Donc, on a fait du télétravail qui n'est pas une forme de télétravail habituel, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans des conditions très risquées, entre guillemets. Là, on parle de risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'on a risqué de s'isoler de son collectif de travail, ça c'est une chose parce qu'il y a la distance, mais on a aussi risqué d'être en conflit intrafamilial et on a surtout complètement bouleversé la frontière vie privée, vie professionnelle. Avant le confinement, en télétravail, on parlait de porosité. Bon, porosité, ça reste un terme édulcoré. Là, c'est même plus une porosité, on a franchi la frontière entre les deux vies. Et les deux vies se sont mélangées et ça peut provoquer de l'angoisse, du stress, une sensation aussi d'être isolé avec sa cellule familiale. Bon, il y a des gens aussi qui ont été confinés tout seuls. Donc, il y a eu... je pense, une grande détresse de certaines personnes et la volonté de retourner physiquement sur place pour retrouver ce collectif de travail. Plus chez les Français que chez les Anglais ou chez les Allemands. Alors vous dites, d'accord, c'est pas les anglo-saxons, oui. Vous dites que c'est des habitudes culturelles, je veux bien entendre, mais est-ce qu'on peut fonder la spécificité du caractère réfractaire de l'adhésion au télétravail en France ? Alors, on peut fonder la spécificité sur la façon dont on travaille depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on travaille avec des méthodes de contrôle. Le management, ça a été très longtemps le contrôle.
Tayloriste. C'est exactement ça, c'est le contremaître. Le contremaître ou le responsable de service qui est sur une estrade et qui surveille les dactylos de l'époque. Les téléopérateurs, aujourd'hui, travaillent à distance, parfois, mais on est encore dans du taylorisme, on est encore dans du contrôle. Donc on n'a pas évolué sur tous les métiers. Et concrètement, les métiers les plus favorables à une situation de télétravail sont les métiers les plus qualifiés, les métiers nomades, où historiquement on s'est penché sur le sujet et où finalement la confiance et la délégation est possible, les personnes sont autonomes et on va télétravailler plus facilement. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir une sorte de généralisation, d'ubérisation du travail et de la tâche de travail ? Alors, l'ubérisation, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que c'est un risque, mais on sortirait du salariat pour le coup. C'est un risque, effectivement. C'est un risque clairement identifié. Alors là, on parle de télétravail dans une situation contractuelle, c'est-à-dire qu'il y a un lien de subordination avec un employeur. Qui dit lien de subordination dit contrôle des résultats. En vertu de son pouvoir d'employeur, on demande des comptes à son collaborateur. Là, il n'y a rien de choquant. Après, le confinement peut avoir donné de très mauvaises idées à des gens qui avaient déjà eu des idées d'externalisation et surtout de sous-traitance. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, mon service RH, finalement, il a très bien fonctionné à distance. Pourquoi est-ce que je vais conserver des salariés qui me coûtent quand même un salaire et des charges, qui me posent parfois problème, alors que je pourrais très bien faire appel à finalement des indépendants. Et là, on est dans l'ubérisation. Est-ce que c'est crédible ça à l'avenir ? C'est une possibilité parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue technique, c'était possible. Parce qu'on a lancé une expérience, bien malgré nous, grandeur nature. On a subi une expérience. Finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionne. Et pour certains métiers, on peut très bien imaginer que les patrons se disent « oui, finalement, on peut réfléchir à l'organisation autrement ». Ça peut être une des dérives possibles, effectivement. Oui, il faut l'envisager. Un cadre sur deux aimerait garder un rythme avec 1 jour de télétravail par semaine en France. Et 16% seulement aimeraient plus. Ce qui signifie que les travailleurs eux-mêmes n'ont pas adhéré à l'expérience, ou en tout cas il y en a peu, qui ont adhéré vraiment à l'expérience. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas adhéré à l'expérience, ils n'ont pas adhéré au fait d'être à temps plein en télétravail. Ils n'ont pas adhéré à l'idée d'être complètement coupés de moments informels, de convivialité et surtout de partage avec un collectif de travail. Parce que les réunions en visioconférence, on les a tous vécues pendant le confinement. C'est très long et très ennuyeux. C'est très long et puis il n'y a absolument pas la même spontanéité. Parfois il y a une caméra qui coupe, le son on ne l'entend pas. On ne voit pas forcément la personne, on ne la ressent pas de la même façon. Et je pense que ça a manqué parce que dans notre culture, on a une culture de la proximité, de la gestuelle. On a besoin de sortir de chez soi. Et on a besoin de sortir de chez soi. Ça, c'est sûr. On s'en est rendu compte, en tout cas. Alors donc, vous pensez que finalement, l'alliage entre des temps assez longs de présentiel et un petit temps de télétravail, c'est peut-être plus réaliste en France, non ? Oui, alors c'est ce qui se faisait en fait avant le confinement. J'ai rencontré un certain nombre d'entreprises dans le cadre de mes travaux de recherche qui avaient signé soit des chartes, soit des accords, soit de façon informelle avaient mis en place le télétravail 1 à 2 jours par semaine. J'ai rarement rencontré davantage que 2 jours par semaine. C'est là qu'on voit finalement la limite où les gens ont besoin de ce collectif de travail et les managers aussi ont peut-être besoin de voir leurs collaborateurs parce qu'ils ont peut-être pas totalement lâché prise avant le confinement. Après, les télétravailleurs d'avant le confinement étaient des personnes qui étaient volontaires et à qui on avait donné notre accord pour un télétravail. Donc, c'était des personnes à qui on pouvait déléguer des choses et autonomes. Ce que j'ai entendu avant le confinement, c'est que la journée ou les 2 journées de télétravail étaient des journées où le salarié en fait pouvait se concentrer sur des dossiers de fond. Parce que justement, il n'y a pas la pollution du collectif de travail. Parce que parfois, un téléphone qui sonne, un collègue qui vient vous dire de prendre un café, ça peut être perturbant dans un dossier de fond.
Alors justement, c'est 1 ou 2 jours finalement de télétravail à côté d'un reste de la semaine présentiel. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qui risque de s'imposer ? C'est un risque, oui. Voilà. 1 ou 2 jours de télétravail par semaine et le prix. Alors il y a un inconvénient pour les entreprises, c'est que les économies qu'elles pensaient pouvoir faire en matière de locaux, c'est difficile. Alors je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'en fait on peut organiser des locaux où les salariés vont utiliser un bureau à tour de rôle. Alors ce qui est très spécial, c'est qu'en sortie de confinement, les instructions du ministère du Travail, ça a été de privilégier le télétravail. Et si on devait retourner au bureau, c'était de s'organiser pour y aller chacun son tour. Donc finalement, ils nous ont donné l'idée de dire on peut organiser des bureaux où il y a moins d'espace parce qu'on n'y est pas tous ensemble en même temps. Voilà. Après, il y a des espaces qui sont partagés dans les locaux. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui connaissez bien le sujet, qu'au fond, on manque d'une régulation gouvernementale suffisamment précise et suffisamment ordonnée ? Alors, la question, ça serait peut-être, a-t-on vraiment besoin d'une régulation gouvernementale ? D'accord, je vous la pose comme ça. Parce que c'est l'affaire... Moi, je pense que c'est une affaire de patron et une affaire de salarié, c'est pas une affaire d'État. Comment on fait pour compter le temps de travail, par exemple ? Alors, comment on fait pour compter le temps de travail ? Alors, un temps de travail, on peut le compter, si on est en présentiel, on peut mettre une pointeuse. Et si on est en télétravail ? Si on est en télétravail, on peut regarder l'heure de connexion et l'heure de déconnexion. Mais on sait très bien que je peux dire je me connecte, mais en fait je suis en train de préparer le repas. Ou l'inverse, voilà. Ou je ne suis pas connectée, mais je suis quand même en train de travailler. Donc ça reste quelque chose de difficile à évaluer. Et encore une fois, là, il y a la notion de la confiance qui est importante. Et vous ne croyez pas à la régulation d'État ? Vous ne pensez pas que l'État peut jouer un rôle de régulation utile pour essayer, au fond, de clarifier cette pratique ? Non, à part mettre les interlocuteurs ensemble autour d'une table et les aider à engager un dialogue social et à négocier, ce qui pourrait produire un nouveau cadre normatif plus adapté aux besoins et qui intervient après une situation forte au niveau émotionnel. Oui, ça c'est une bonne idée, mais l'intervention de l'État au-delà, non, j'y suis pas favorable en fait. Moi, ce qui me pose problème, c'est que vous dites vous-même qu'on contrôle à la mission et au résultat. Oui. Et on ne sait pas combien de temps on met pour y arriver. Donc forcément, le temps de travail est Alors litigieux ça, c'est là-dessus. le management par objectif. Le management par objectif, ça fait très longtemps qu'on l'a introduit en France, c'est un peu à la mode anglo-saxonne. Et il y a un garde-fou qui est le temps de travail. On vous dit, il y a un résultat. Donc vous avez une mission, vous travaillez sur un projet, il faut atteindre un résultat. Finalement, le manager va dire, il le formule d'ailleurs en général, les gens le disent très bien, les managers qu'on rencontre, ils disent, moi, ça m'est égal le temps qui est passé du moment que le résultat est atteint. C'est ça l'idée du management par résultat. Alors en réalité, c'est pas vrai, parce que là, on sait qu'il y a du mensonge derrière, ou en tout cas une malhonnêteté intellectuelle, parce qu'en réalité, si un cadre est au forfait jour et qui fait son travail en 2 heures par jour, le patron va pas être content, alors que juridiquement, finalement, il n'y a rien de choquant. Alors il y a des garde-fous au niveau temps de travail, parce qu'il y a une législation sur le temps de travail. Et l'employeur est le garant. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle de l'inspection du travail, si la médecine du travail aussi était amenée à constater des débordements parce qu'on a des gens qui ont développé des pathologies, on va s'inquiéter effectivement de contrôler le temps de travail. Donc c'est de la responsabilité de l'employeur, finalement, d'apporter la preuve qu'on n'a pas débordé. Et c'est là où on a parfois sur certains postes des difficultés parce que certains salariés ne pointent pas. Vous avez des salariés qui effectivement vont travailler 3 heures le lundi et puis en fait ils vont travailler 15 heures le lendemain. Et ils ne sont pas là et on ne sait pas la façon dont ils sont organisés. Et le manager va dire, moi, de toute façon, du moment que le résultat est atteint, ça me va. Oui, alors d'un point de vue managérial, pourquoi pas ? Je comprends ce management par objectif et au résultat, mais alors pour le coup, d'un point de vue juridique, si on avait un contrôle, il faudrait justifier qu'on est dans les clous.
Mais le nombre d'heures est quand même très difficile à justifier, parce que vous savez très bien que l'utilisation du numérique, c'est une utilisation extrêmement diversifiée. Oui. On peut utiliser le numérique pour faire autre chose, pour faire son courrier, pour avoir des rapports avec les autres, pour éventuellement consulter des sites d'information, même se cultiver, etc. Donc, si vous voulez, personne ne peut savoir exactement ce qui se passe quand quelqu'un consulte son ordinateur et donc travaille sur ordinateur et fait du télétravail. Alors, ça dépend des postes et ça dépend des logiciels utilisés. Vous avez des logiciels... Alors oui, mais pensez aux logiciels espions. Vous avez alors non, je ne pense pas à des choses qui seraient informelles, on va dire, ou illégales. Le mot est fort, mais voilà, je l'emploie. Vous avez des logiciels qui sont déclarés et qui sont tout à fait normés, où en fait, le salarié, en fait, à chaque action, il va y avoir un décompte du temps, c'est-à-dire je réponds à un client, je rédige un mail, j'ai mis 5 minutes pour le faire. Et ça, c'est décompté. Vous voyez ? Donc, le logiciel est capable de dire vraiment combien de temps on a passé. Alors, ces logiciels... Mais plus les tâches se compliquent, moins les logiciels sont capables de faire le partage et après, entre ce qui est une tâche pour l'entreprise et une tâche pour l'extérieur. Alors, ça dépend aussi des métiers. Quand on a un développeur informatique, bon, bah, si on veut voir combien de temps il a codé, on va réussir à le voir. Hein. Ça, on est en capacité technique de le faire. Après, si on a... je prends l'exemple d'un chercheur. Bon, bah, un chercheur... le temps de travail, c'est compliqué à évaluer parce que quand est-ce que je fais de la recherche finalement ? Je peux faire de la recherche devant l'ordinateur mais sans toucher au clavier parce que je réfléchis, parce que je m'interroge, mais en réalité, je n'écris pas. Voilà. Donc c'est difficile de quantifier. Effectivement, sur certaines professions, on va avoir du mal à quantifier. Merci Caroline Guiard. Alors donc, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Transformation digitale de la fonction RH » oui. Et qui est publié chez Duno. Et puis, c'est 27 cas de pratique, de gestion des ressources humaines aussi chez Duno. Alors maintenant, vous allez fermer votre télévision et vous allez réfléchir à votre pratique du numérique. Est-ce que vous croyez que votre pratique du numérique est susceptible de faire l'objet d'un partage avec ce qui est le télétravail ? C'est une question qui est très intéressante de se poser, surtout quand le travail qu'on fait, et en télétravail, mord quelquefois sur le plaisir qu'on a à connaître, à chercher, à essayer de se renseigner pour être plus efficace dans son télétravail. Bon courage!